Dans cette formation VBA, nous proposons de monter le jeu du memory pour Excel. Le principe est simple. Des images sont affichées sur un plateau de jeu durant quelques secondes. À l'issue, elles sont masquées. Le joueur doit solliciter sa mémoire. Par clics successifs, il doit réunir les paires semblables. Ce développement est l'occasion d'affirmer certaines compétences acquises au cours des formations précédentes, mais il offre aussi l'opportunité d'interagir avec les actions de l'utilisateur sur les cellules de la feuille. Pour concentrer notre attention sur le développement de la solution, nous proposons tout d'abord de réceptionner un classeur source, et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous débouchons sur un classeur constitué de 4 feuilles. La feuille active par défaut se nomme Memory. Elle offre le plateau de jeu avec une barre verticale d'action sur sa droite. Bien entendu, à ce stade, ces boutons sont encore inopérants. Le bouton débuter doit permettre de commencer une nouvelle partie du jeu du Memory. Le code VBA doit disposer aléatoirement des paires d'images dans les cases prévues à cet effet. Après un certain délai, ces images doivent disparaître comme nous l'avons constaté. L'utilisateur doit donc faire appel à sa mémoire pour les réunir toutes. 2 clics successifs dévoilant la même miniature conduisent à un succès. Les images sont conservées. En revanche, si les miniatures ne coïncident pas, elles sont de nouveau masquées. Le joueur a gagné la partie lorsque toutes les paires sont retrouvées. En bas de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet Source pour activer sa feuille. C'est elle qui archive les miniatures d'images uniques à distribuer sur le plateau de jeu. Il s'agit en réalité de caractères spéciaux correspondant à des codes ASCII réalisés au clavier. Bref, les contenus de ces cellules sont considérés comme du texte par Excel, et cette remarque est loin d'être futile. Nous réaliserons des tests d'égalité en guise de comparaison. Désormais, en bas de la fenêtre Excel, je vous propose de cliquer sur l'onglet Patron pour activer sa feuille. Cette feuille porte bien son nom. Il s'agit d'un reflet du plateau de jeu. C'est elle qui doit mémoriser les images générées aléatoirement. Ainsi, plutôt que de faire référence à un tableau de variables, le code VBA pourra comparer la cellule cliquée par l'utilisateur à celle du modèle. Les plateaux de jeu ont effectivement les mêmes coordonnées sur les 2 feuilles. À l'issue, il conviendra bien sûr de masquer et verrouiller cette feuille patron. Je vous propose de revenir désormais sur la feuille Memory pour noter la présence de 2 autres boutons qui sont nommés Score et Stopper. En effet, le résultat doit être archivé à l'issue de la partie. Donc, en bas de la fenêtre Excel, cette fois-ci, je vous invite à cliquer sur l'onglet Score pour activer sa feuille. La structure du tableau est proposée, mais celui-ci est fort logiquement vide pour l'instant. À partir de la ligne 5, nous devons être en mesure d'archiver le nom du joueur, sa date de participation et le temps écoulé pour résoudre le memory. Grâce à cette dernière information d'ailleurs, nous pourrons réaliser des tris. Ces tris nous permettront de mettre en valeur les meilleurs joueurs. Enfin, le bouton Stopper, comme son nom l'indique, doit permettre d'interrompre la partie et de réinitialiser le plateau de jeu. La gestion aléatoire de nombres est importante dans ce développement, mais il s'agit de techniques que nous maîtrisons désormais. La réception du clic utilisateur sur une cellule de la feuille est de même une notion incontournable. Nous avions démontré et abouti cette technique au travers de la conception du jeu du casse-brique en VBA et Excel. De nombreuses informations doivent être stockées en mémoire pour être portées tout au long de la partie. Nous devons donc commencer par déclarer des variables publiques, les variables nécessaires. Sans plus attendre donc, je vous propose de réaliser le raccourci clavier Alt F11 afin de basculer dans l'éditeur de code VBA et Excel. Et dans l'explorateur de projet, sur la gauche de l'écran, je vous invite à double-cliquer sur la feuille 1 Memory. De cette manière, au centre de l'éditeur, nous affichons la feuille de code associée au plateau de jeu du Memory. Et dans cette feuille, nous allons ajouter quelques déclaratives importantes en commençant par une déclarative désormais bien connue, option explicite. Comme vous le savez, cette dernière impose la déclaration de toutes les variables que nous allons utiliser. Et puis nous enchaînons avec la déclaration des variables publiques. Nous avons besoin d'une variable que nous nommons début et que nous typons comme un variant afin de prélever l'information de temps au début de la partie. Et de la même façon, nous avons besoin d'une autre variable que nous nommons fin et que nous déclarons elle aussi comme un variant pour prélever l'information de temps à la fin de la partie. La différence entre les deux permettra de livrer le temps écoulé en secondes, même en millisecondes,
pour pouvoir effectuer ces fameuses organisations des scores. Ensuite, nous avons besoin de comptabiliser les clics de l'utilisateur. Nous déclarons une variable que nous nommons clic et que nous typons comme un byte, c'est-à-dire un entier court, puisqu'effectivement, eh bien, soit le clic vaut 0, ça veut dire que le joueur n'a pas commencé, 1, la première image a été cliquée, 2, l'image de la paire à retrouver. Ensuite, nous allons déclarer une variable booléenne que nous nommons arbitrairement mais explicitement en cours. Tout simplement, il s'agira d'un indicateur, vous le verrez, permettant de savoir si le code VBA peut interpréter les clics de l'utilisateur, tout simplement est-ce que la partie a débuté ou non. Ensuite, nous aurons besoin de mémoriser les combinaisons de cellules cliquées et de couleurs. Nous allons donc déclarer des variables à cet effet. Même AVT, même pour mémoire, même AVT pour avant, comme un string, c'est-à-dire une chaîne de texte. Et nous allons faire de même pour la deuxième miniature qui sera cliquée, donc même APS pour après, que nous déclarons fort logiquement, elle aussi, comme un string. Ensuite, nous avons de la même façon besoin de mémoriser les indices de lignes et de colonnes au premier clic et au deuxième clic, donc dans l'enchaînement, nous déclarons une variable que nous nommons ligne AVT pour le premier et que nous typons comme un byte, car en l'occurrence les indices du plateau de jeu sont effectivement concernent des indices de lignes et de colonnes qui restent petits, inférieurs aux capacités d'un byte, donc ce type de données est tout à fait approprié. Nous allons faire de même pour l'indice de colonne, donc col AVT as byte, et nous devons pouvoir mémoriser ces indices de ligne après, c'est-à-dire au deuxième clic. Donc nous déclarons la variable ligne APS ainsi que la variable col APS. Jusque-là, rien de bien compliqué. Nous avons besoin d'une dernière variable publique qui a toute son importance, puisqu'il s'agira de déceler si la fin de la partie est atteinte ou non. C'est pourquoi nous déclarons une variable que nous nommons pair lorsque ce chiffre que nous allons à chaque fois incrémenter dans cette variable aura atteint la valeur de 8, les 8 paires, donc les 16 images auront été retrouvées, signifiant que la partie est terminée, et donc que nous pouvons consolider les scores. Désormais, nous devons créer la procédure destinée à accueillir le code VBA pour initialiser la partie. Ensuite, et naturellement, cette procédure sera attachée au bouton débuter de la feuille memory. Je vous propose d'en créer deux d'ailleurs. Nous allons créer tout d'abord, comme ça nous préparons le terrain, la procédure arrêtée, donc sub arrêté, n sub, et nous allons faire de même en dessous avec une procédure que nous nommons fort logiquement débuter, de manière à ce qu'elle soit explicite pour l'association à réaliser. Et entre les bornes de cette procédure débutée qui doit réaliser l'initialisation du jeu, nous allons déclarer cette fois-ci les variables locales. Nous allons commencer par déclarer une variable de boucle j comme un byte, car pour chaque paire, nous devrons parcourir les deux images. Nous utiliserons la variable j, et puis à l'intérieur, nous allons avoir besoin de variables pour les indices de lignes et de colonnes. Nous nommons la première lig, par exemple, que nous déclarons comme toujours comme un byte dans ce contexte, et nous faisons de même avec une variable que nous nommons col as byte. Nous ne pouvons pas utiliser les noms que nous avons déjà employés dans la déclaration des variables publiques, car forcément il y aurait conflit. Ensuite, il s'agira d'associer une couleur aux paires d'images. Faut-il encore les retenir? Donc, nous allons utiliser une variable qui va mémoriser sous forme de texte l'ensemble des codes couleurs que nous allons utiliser aléatoirement. Nous la nommons combi-couleur, nous la déclarons comme un string, et bien sûr, il faut à chaque fois pouvoir générer cet indice de couleur aléatoire. Donc, nous déclarons une variable que nous nommons couleur, et que nous typons comme un byte, car nous allons utiliser des indices de couleur grâce à la propriété color index, qui sont relativement petites. Ensuite, nous avons encore besoin de variables pour manipuler les indices de lignes et de colonnes, et vous allez comprendre toutes ces interactions, donc je vous propose de déclarer cette fois la variable ligne comme un byte, et puis la variable colonne, elle aussi comme un byte.
Ce n'est pas terminé, nous devons ensuite continuer de déclarer des variables permettant de mémoriser les informations sur les combinaisons du plateau de jeu. Et pour ce faire, nous allons tout simplement commencer par déclarer une variable que nous nommons même couleur. Il va s'agir de concaténer des informations textuelles comme un string, et puis nous allons déclarer une autre variable que nous nommons combi plateau, pourquoi pas, combi plateau, donc pour le plateau de jeu, c'est-à-dire les combinaisons de cellules cliquées, si vous préférez, comme un string, donc, puisque forcément, il va falloir les mémoriser. Nous allons faire de même pour déclarer une variable que nous nommons même plateau et que nous déclarons, fort logiquement, comme un string elle aussi. Nous le disions, cette procédure donc doit initialiser la partie. Nous allons donc affecter certaines variables comme la variable du clic, puisque la partie démarre, au démarrage, le nombre de clics réalisés vaut 0, cela va de soi. Ensuite, fort logiquement, nous devons basculer l'état de notre variable publique en cours, booléenne. Nous allons lui affecter la valeur true, soit vrai, pour indiquer tout simplement que la partie a débuté. Lorsque elle portera cette valeur, le code VBA que nous développerons ensuite saura que les clics de l'utilisateur peuvent être interprétés. Dans le cas contraire, rien ne se produira. Bien sûr, à ce stade, aucune paire n'a encore été découverte, donc nous initialisons la variable à 0, et puis il faut prélever l'information de temps pour réaliser le décompte au fil de la partie. C'est pourquoi nous affectons notre variable publique début au retour fourni par la fonction timer que nous avons exploitée à maintes reprises dans les formations, qui retourne cette information de temps, donc très précisément. Ensuite, nous allons exploiter la fonction VBA Excel Randomize. Je vous rappelle que son objectif est de pouvoir initialiser et synchroniser la génération aléatoire des nombres sur l'horloge système, de manière à ce qu'il y ait vraiment une génération parfaitement aléatoire. Dans la feuille source, 8 miniatures d'images sont donc proposées. Je vous propose de revenir dessus d'ailleurs pour le constater. Elles sont donc disponibles pour générer les 16 paires, c'est-à-dire pour chaque image, 2 fois la même. Nous devons donc entamer un traitement récursif sur 8 passages, capables de les piocher aléatoirement. La solution consiste à engager une double boucle sur les indices de lignes et de colonnes. En l'occurrence, pour la ligne, il s'agit des indices 3 et 4, et pour les colonnes, C, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6, jusqu'à F. Je vous propose donc de revenir dans l'éditeur VBA, entre les bornes de notre procédure démarrée à la suite du code, pour pouvoir initialiser cette double boucle. Et c'est la raison pour laquelle, donc, afin de pouvoir parcourir l'ensemble de ces miniatures, nous avions déclaré les variables lignes et colonnes. Donc vous voyez, tout se déduit au fur et à mesure du développement, donc pour les besoins de ce traitement récursif doublé. Pour l'indice de ligne variant de 3 à 4, comme nous venons de le constater, et nous allons tout de suite borner notre boucle, next ligne, et pour les indices de colonne variant de 3 à 6 cette fois-ci, donc toujours une boucle for, et nous bouclons notre boucle for par l'instruction next colonne, c'est-à-dire en rappelant le nom de la variable utilisée pour boucler. Donc, l'idée de parcourir les cellules de la feuille source, de la ligne 3 à la ligne 4, en passant en revue les colonnes C à F, c'est-à-dire les indices 3 à 6. Il s'agit précisément des emplacements des images. Pour chaque image à placer 2 fois, nous devons définir une couleur associée. Cette couleur ne peut être répétée. Il s'agira d'une aide visuelle pour faciliter l'identification des paires. À l'intérieur de la double boucle, donc, je vous propose de poursuivre. Nous allons ajouter quelques instructions en commençant par la génération aléatoire de la couleur, de cette fameuse couleur, donc associée aux paires. C'est la raison pour laquelle nous avions déclaré la variable couleur. Vous voyez que tout s'explique. Nous l'affectons à quoi? À un nombre aléatoire que nous souhaitons générer entre des indices. C'est arbitraire, nous allons l'expliquer, entre 3 et 7. Puisqu'il nous faut 3, 4, 5, 6 et 7, et 8 d'ailleurs, pendant que j'y pense, suffisamment de couleurs pour l'ensemble des paires que nous allons générer. Alors je suis en train de vous dire ça, mais je vais réfléchir. 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Cela ne suffit pas, bien entendu, puisqu'il nous faut une couleur par paire. Donc en réalité, nous allons, mais bon, désolé pour cette petite confusion, générer un nombre aléatoire, vous allez le voir, compris entre 3 et 10, nous aurons bien, 3 et 10 compris, les 8 couleurs explicitement indépendantes. Donc nous exploitons la fonction int qui, je vous le rappelle, permet de convertir le nombre que nous allons lui passer en paramètre en valeur entière, tout simplement parce que dans la foulée, nous exploitons notre fonction rnd. Je vous rappelle qu'une fois que nous avons initialisé la gestion aléatoire de nombres, eh bien, elle permet de générer un nombre aléatoire réel compris entre 0 et 1, que nous multiplions par 8. Donc, à ce stade, nous générons un nombre aléatoire réel compris entre 0 et 8, vraisemblablement en partant de 0 et en allant jusqu'à 7, puisque le 8 est exclu, nous avons bien nos 8 valeurs uniques. Sauf que nous ne souhaitons pas commencer aux premiers indices, nous fermons la parenthèse de la fonction int, du coup, nous avons bien un nombre entier compris entre 0 et 7. Nous allons simplement ajouter 3 unités pour prendre la première valeur de color index, de couleur proposée par VBA, à l'indice 3 jusqu'à l'indice 10, et nous aurons bien nos 8 couleurs. C'est arbitraire, hein, vous pouvez choisir d'autres couleurs en faisant varier ces indices. De fait, eh bien, nous devons, suite à cela, mémoriser la couleur que nous venons de générer pour nous assurer qu'elle ne sera pas reproposée sur ces 8 qui sont suggérés. Donc nous exploitons cette fois notre variable textuelle combi-couleur dans laquelle nous allons stocker cette valeur, couleur donc, et nous allons ensuite la concaténer avec un tiret. Ce tiret est intéressant parce qu'il va permettre de séparer explicitement toutes les valeurs numériques correspondant à des codes couleurs, de manière à ce que nous puissions ensuite les identifier, les repérer facilement grâce à une fonction VBA de recherche dans le string. Très bien, donc maintenant nous pouvons poursuivre. Il s'agit de nous assurer, à chaque génération, que cette couleur n'a pas déjà été proposée. C'est pourquoi nous allons enclencher, selon des techniques usuelles, une boucle while, dans laquelle nous allons faire un test. Tant que ce test sera vrai, il consistera à générer un autre nombre aléatoire, et donc le test doit porter sur la recherche de ce code couleur. C'est pourquoi je vous invite à exploiter la fonction instr, instring, en version donc compressée, qui permet tout simplement, en partant donc, comme l'indique l'infobulle ici, d'une position la première, en l'occurrence ici, virgule pour passer dans le deuxième argument, de rechercher dans un texte que nous allons lui passer en deuxième argument. Il s'agit de la variable même couleur que nous n'avons pas encore chronologiquement exploitée, mais vous allez voir ça va venir, puisque je vous rappelle que nous sommes dans une double boucle, de rechercher la valeur que nous venons de générer, en l'occurrence concaténer, dans une chaîne de texte dans la variable combi couleur. Si le résultat retourné par cette fonction instr est différent de 0, cela signifie que cette occurrence a été trouvée puisqu'il va renvoyer la position de l'occurrence cherchée, donc que le code couleur a déjà été enregistré. Avant de poursuivre, nous bornons bien notre boucle while. Et donc si ce test est vrai, ça veut dire que la position a été trouvée, donc que la couleur a déjà été générée, proposée. Nous devons inlassablement la régénérer aléatoirement jusqu'à ce que le test, dans cette boucle while devienne faux. Lorsque la fonction instr renverra 0 en effet, elle indiquera que cette couleur n'est pas trouvée, donc que nous pouvons la conserver. C'est pourquoi au sortir de la boucle, lorsque la bonne couleur a été générée, nous devons mémoriser cette nouvelle couleur pour une nouvelle paire associée aux autres dans cette fameuse variable même couleur. Vous voyez qu'on finit par affecter au premier passage. Forcément, comme elle ne renfermera aucune information, le test sera nécessairement faux. Par contre, au deuxième, puis au troisième jusqu'au huitième, les chiffres vont se cumuler, donc on va avoir de plus en plus de chances de retomber sur des couleurs déjà proposées. Dans cette variable même couleur, donc, nous prélevons l'information qu'elle portait déjà avant de ces précédentes concaténations. Nous allons lui associer la nouvelle couleur générée aléatoirement qui a été validée car le test de la boucle while est désormais faux.
donc mémorisé dans la variable combi-couleur. Et puis, à titre de test temporaire, je vous propose dans une fonction VBA MSGBox d'afficher cette variable, donc même couleur, d'enregistrer les modifications à ce stade et de basculer sur la feuille memory du classeur. Il va s'agir dans un premier temps, avant de pouvoir réaliser ce test, d'associer le bouton débuter à la macro. Donc nous cliquons droit sur le bouton débuter. Dans le menu contextuel, nous choisissons affecter une macro. Dans mon cas, j'ai beaucoup de macros proposées, je vais les limiter à ce classeur. Nous choisissons donc effectivement la procédure débuter, nous validons l'association en cliquant sur le bouton OK, et puis je vous invite dans la foulée à cliquer sur une cellule vide de la feuille afin de désactiver cette sélection. Désormais, un clic sur ce bouton doit déclencher le code en cours de conception. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Nous cliquons sur le bouton débuter pour simuler le lancement d'une partie, et grâce à la fonction MSGBox, une première alerte se déclenche et restitue le premier code couleur généré aléatoirement. À chaque clic, comme vous le remarquez, un nouveau numéro est consolidé. Et jamais un chiffre identique n'est répété. Nous pourrons donc associer un code couleur différent par paire d'images. Cette unicité est réalisée grâce à la fonction while qui utilise la fonction INSTR en critère pour s'assurer que le code couleur n'est pas déjà présent dans la chaîne qui concatène, qui mémorise l'ensemble des codes qui sont déjà proposés, qui ont déjà été générés pour ces paires. Je vous propose donc de revenir dans l'éditeur VBA Excel par Alt F11 par exemple, de passer la ligne du MSGBox en commentaire en la préfixant d'une apostrophe, puisqu'il s'agissait d'un petit test temporaire afin de nous assurer que tout allait bien à ce stade et que notre développement était cohérent. Et à la suite du code, donc, eh bien, nous allons ajouter des instructions VBA qui vont consister à placer les cases sur le plateau de jeu, mais aussi sur le plateau modèle. Et comme pour chaque image, il faut construire une paire, nous allons exploiter notre fameuse variable J que nous avions exploitée, variable locale, pour la faire varier donc de la valeur 1 à 2, donc pour la paire, pour J variant de 1 à 2, bien sûr. Tout de suite, nous bornons notre boucle for, et il s'agit d'exploiter nos variables lig et col pour générer ces positions donc entre les indices qui sont permis conformément à la structure du plateau de jeu. Donc lig égale, eh bien comme nous l'avons fait, nous exploitons notre fonction int pour pouvoir convertir un nombre généré aléatoirement en valeur entière, puisque les indices de ligne et colonne sont forcément des nombres entiers. Notre fonction rnd donc qui génère un nombre aléatoire compris entre 0 et 1, que nous multiplions par 4, donc nous générons un nombre compris entre 0 et 4. En fermant la parenthèse, il devient un nombre entier, sauf que sur notre plateau de jeu, nous ne commençons pas à la ligne 0, bien entendu, mais à la ligne 3. Donc, nous ajoutons 3 unités à ce nombre généré. Nous générons donc un nombre aléatoire compris entre 3 inclus et 7 exclus, soit entre 3 et 6. Donc il s'agit bien des indices de ligne de notre plateau de jeu du memory, et c'est strictement identique pour les positions repérées par l'indice de colonne. Notre indice de colonne, qui est reconnu par le nom de variable col, doit varier entre 3 et 6, c'est ainsi que nous avons effectivement construit notre plateau de jeu. Il convient de mémoriser ces informations de la même façon, puisque à partir du moment où une image est passée, une autre image ne peut pas lui être passée dessus, elle doit choisir une autre position autorisée. Donc dans notre variable combi-plateau, que nous avions judicieusement exploité à cet effet, nous allons mémoriser par concaténation ces indices de lignes et de colonnes, et comme précédemment, afin de les repérer plus facilement par recherche, nous les concaténons à un petit tiret, ce qui permettra de tous les séparer explicitement. Et donc, même technique là aussi que précédemment, nous devons engager une boucle while, donc pourquoi pas d'ailleurs prélever une information existante, dont le test sera de la même nature. Il va consister à rechercher cette information, donc dans sa zone de critères grâce à la fonction NSTR en partant de la première position, mais cette fois-ci, c'est dans la variable même plateau qui va être
initialisée juste en dessous, puis à chaque passage elle portera forcément des valeurs. Nous cherchons à trouver dans cette variable même plateau la présence de cette combinaison de lignes et de colonnes pour la première image et puis les suivantes à placer, mémorisées dans la variable combi plateau. Est-ce que cette recherche de la fonction nester retourne une valeur, c'est-à-dire différente de 0? Si oui, nous savons pertinemment que nous devons refaire la génération aléatoire de ces nombres et les mémoriser tant que le résultat retourné ne vaut pas 0, indiquant que cette combinaison d'indices de lignes et de colonnes n'a pas été trouvée, donc pas encore proposée, donc il s'agit bien d'une nouvelle position pour y placer une nouvelle image. À l'issue de la boucle while, cela signifie que le test a fini par être faux, donc que nous avons bien géré une nouvelle combinaison. Cette nouvelle combinaison, nous devons la mémoriser et la concaténer aux précédentes, puisque je vous rappelle que nous sommes dans des boucles imbriquées. Donc la valeur de même plateau précédemment stockée, à laquelle nous allons ajouter cette combinaison aléatoire que nous venons d'approuver, donc reconnue sous le nom de variable combi plateau. Nous devons exploiter ces indices de lignes et de colonnes autorisées pour placer les paires sur le plateau de jeu. Donc à la suite du code et avant la fermeture de la boucle for, puisque je vous rappelle que nous sommes en train d'agir sur les paires à construire, nous allons placer ces images et sur la feuille patron et sur la feuille memory. Comme nous sommes en train de coder sur la feuille memory, il s'agit effectivement, en préfixe de nos instructions, de rappeler le nom de la feuille intéressée, en l'occurrence patron, par son nom grâce à l'objet sheets, suite à quoi nous pouvons exploiter l'objet cells, qui permet de désigner une cellule par son indice de ligne et de colonne. En l'occurrence ici, il s'agit des combinaisons autorisées, mémorisées dans les variables respectives lig et colonne. Point value, c'est la propriété de l'objet cells qui permet d'accéder à son contenu. En l'occurrence, pour l'affecter de quoi? Tout simplement de l'image prélevée depuis la feuille source, reconnue par les indices lignes et colonnes. Donc nous pointons ensuite, alors tiens, tant qu'à faire, toujours pareil, puisque nous avons déjà des instructions qui existent, faut-il encore bien penser à les adapter, car sinon des erreurs de syntaxe et de code vont être révélées. Donc nous souhaitons lui affecter à ces indices générés aléatoirement l'image que nous avons prélevée donc dans ce passage sur la feuille source, reconnue par ces indices de variables, lignes et colonnes, donc cela va de soi, que nous validons bien entendu. Et vous voyez, j'étais en train d'hésiter en même temps que je commentais mon code, parce que j'étais en train de le scripter, je me suis aperçu d'une coquille, et je m'en excuse et cela va de soi. La première boucle ici, ces bornes sont placées au mauvais endroit, puisque nécessairement pour chaque image passée en revue, nous devons ensuite les positionner par paire sur le plateau de jeu. Donc, ces fermetures, ces bornes doivent intervenir seulement à l'issue, sinon nous n'aurions placé qu'une seule des images en l'occurrence. C'est pourquoi, je vous invite après le next J à effectivement fermer ces bornes. Et je vais me permettre ensuite d'indenter mon code pour y voir plus clair grâce à la touche Tab du clavier, de manière à garder cette hiérarchie. Donc, autant pour moi, mais ce sont mes aventures d'un développeur. Quand on commente, on perd parfois un petit peu le fil, cela va de soi, il faut bien passer toutes les images en revue. Donc, pour ensuite pouvoir les inscrire sur notre plateau de jeu du memory. Nous devons faire la correspondance aussi pour la couleur. Nous venons de positionner la première image générée aléatoirement sur le modèle, c'est-à-dire la feuille patron. Sur cette même feuille, nous allons lui associer la couleur, qui est mémorisée dans la variable couleur autorisée, donc sheets patron, cell lig colonne toujours pareil, ce n'est plus point value, la propriété pour son contenu, mais nous souhaitons modifier le remplissage, donc nous exploitons sa propriété intérieure et puis sa propriété dérivée color index, cette fameuse propriété qui permet effectivement d'associer des codes couleurs numériques sous forme de chiffres
Et donc, l'affectation doit se faire par rapport à cette valeur aléatoire que nous avons générée et mémorisée dans la variable couleur. Nous devons réitérer exactement le même processus, puisque je vous rappelle que le modèle de la feuille patron est le guide qui va nous permettre de faire la comparaison pour établir la correspondance des paires. Sur la feuille memory, il n'est pas nécessaire de préfixer nos instructions du nom de la feuille, puisqu'en l'occurrence nous sommes en train de coder en lieu et place, c'est-à-dire sur la feuille memory elle-même, mais qu'à cela ne tienne, puisque nous avons déjà la syntaxe, nous remplaçons le nom patron par memory. Nous affectons bien la valeur exactement de la même image, puisque le modèle et le plateau de jeu doivent correspondre, et le raisonnement est identique, bien entendu, pour la couleur. Je vous propose d'enregistrer les modifications par le raccourci clavier CTRL S par exemple, et puis de revenir sur la feuille memory et de cliquer sur le bouton débuter. Et comme vous pouvez le voir, donc, eh bien, à chaque clic sur le bouton pour commencer une nouvelle partie, les paires sont placées aléatoirement avec une couleur unique qui leur est parfaitement associée. Donc, ce début de code est parfaitement fonctionnel. Eh bien, nous allons poursuivre. Nous revenons donc dans l'éditeur VBA Excel par le raccourci clavier Alt F11. Nous l'avons dit, ces paires d'images doivent persister quelques secondes et disparaître. C'est alors que le joueur devra essayer de les reconstituer de mémoire. Nous proposons de créer une procédure indépendante. Elle doit consister à nettoyer le plateau de jeu après un délai d'attente. Donc, sous la procédure débutée, c'est-à-dire celle que nous venons de construire, par exemple, je vous propose de créer la procédure nettoyer, donc private. Alors private pourquoi? Eh bien tout simplement parce que elle va être appelée en interne par notre code, et il n'y aura pas de souci. En revanche, si nous souhaitions faire une association avec des boutons de macro, elle serait invisible du fait de son statut privé. Elle doit donc nettoyer le plateau de jeu après une temporisation, c'est pourquoi nous allons déclarer une variable tempo, elle porte bien son nom, comme invariant pour pouvoir prélever l'information de temps grâce à la fonction timer. Et comme nous avons besoin de parcourir tous les indices de lignes et de colonnes, nous déclarons arbitrairement les variables i et j comme des bytes, puisque c'est un entier court jusqu'à 255, donc qui fera largement l'affaire. Suite à cela, eh bien, nous allons prélever l'information de temps, c'est-à-dire le temps qu'il est grâce à la fonction timer, que nous stockons dans la variable tempo, et arbitrairement, eh bien, nous choisissons de laisser ces images visibles, par exemple, pendant 5 secondes. Donc, tant que le nouveau temps qu'il est n'est pas supérieur à tempo plus 5, c'est-à-dire l'information de temps que nous avons prélevée, eh bien, nous devons boucler sans rien faire. Et c'est encore une fois une boucle while qui nous permet de nous sortir de ce mauvais pas, avec un test effectué sur la fonction timer, tant que le temps qu'il est maintenant, qui progresse à chaque fois donc, est inférieur à tempo plus 5, c'est-à-dire le temps que nous avons prélevé au moment de la demande, eh bien, nous ne souhaitons rien faire, néanmoins, nous allons exploiter l'instruction doEvents, vous savez qu'elle est intéressante pour que dans une boucle, éventuellement la main puisse être rendue à l'utilisateur, car sinon une boucle va occuper toutes les ressources du processeur. Suite à cela, eh bien, une fois que le délai est atteint, nous devons purger le plateau de jeu, donc nous allons parcourir tous nos indices de ligne. Je vous rappelle que pour les lignes comme pour les colonnes, ces indices varient de 3 à 6, donc pour i variant de 3 à 6, et de la même façon pour j variant de 3 à 6, donc n'oublions pas de bien borner à chaque fois nos boucles for, et c'est à l'intérieur donc de cette double boucle que nous allons réinitialiser et le contenu de la cellule à vide et la couleur par défaut grâce à la propriété colorIndex. Nous exploitons donc notre objet cells, comme je vous le disais ici, nous sommes sur la feuille memory, nous n'avons donc pas besoin de préfixer de l'objet sheets. Nous désignons la cellule qui est en cours d'analyse par ses indices de ligne et de colonne, IJ. Nous accédons à son contenu que nous affectons à vide, guillemets, et ensuite, eh bien, nous devons réinitialiser la couleur. Donc, nous exploitons la propriété intérieure avec sa propriété dérivée, comme tout à l'heure, colorIndex, que nous allons affecter à une valeur que fournit LED en ligne, qui est la couleur automatique, c'est-à-dire l'équivalent du blanc en quelque sorte, moins 4105. Donc, eh bien, normalement, à ce stade, nous sommes censés, grâce à la procédure
nettoyé, avoir purgé le plateau de jeu. Faut-il encore l'appeler? Nous allons l'appeler à 2 occasions. Et pour ce faire, je vous propose tout d'abord de remonter entre les bornes de la procédure arrêtée, car il va bien falloir la développer. La procédure arrêtée doit stopper la partie. Si on stoppe une partie, elle doit donc réinitialiser le plateau de jeu, mais aussi basculer l'état de certaines variables, en commençant par la variable en cours. Je vous rappelle qu'il s'agit de la variable booléenne, qui lorsque nous démarrons est basculée à true pour indiquer que l'on peut interpréter les actions utilisateurs, et si nous cliquons sur arrêter, et bien justement, le traitement doit se stopper. Les clics donc doivent être réinitialisés à 0, de la même façon, les paires doivent être réinitialisées à 0, cela va de soi, et puis dans la foulée, une fois que nous avons bien réinitialisé toutes les variables, nous allons appeler cette procédure nettoyée. Alors certes, comme nous avons fixé un délai, mais histoire d'optimiser le code pour ne pas avoir à écrire plusieurs procédures ou plusieurs bouts d'instructions, eh bien le nettoyage ne va pas intervenir instantanément après le clic, mais au bout de 5 secondes, c'est ainsi que nous avons fixé le délai. Nous le disions, cette même procédure doit être appelée à la fin du traitement de la routine débutée. C'est pourquoi, eh bien, je vous propose de vous déplacer en bas de son code. En effet, une fois les paires constituées, elles doivent disparaître pour débuter la partie. Souvenez-vous, c'est la feuille patron qui conserve un exemplaire des combinaisons à reformer. Donc, dans cette procédure débutée, et avant le nsub, eh bien nous allons faire le même appel de cette procédure nettoyée par son nom, tout simplement donc. Je vous propose d'enregistrer les modifications, comme toujours de basculer sur la feuille memory, de cliquer sur le bouton stopper avec le bouton droit de la souris dans le menu contextuel, de choisir affecter une macro, de sélectionner la macro arrêtée, de valider l'association en cliquant sur le bouton OK, de choisir une cellule vide pour désactiver la sélection du bouton, et de cliquer désormais sur le bouton débuter pour commencer une partie. Alors je vois, ah oui, autant pour moi, hein, vous voyez en même temps que je commente, alors désolé pour ces petites mésaventures, sans doute vous l'aviez corrigé en même temps que je le frappais, byte avec un Y, cela va de soi, j'aurais dû compiler mon code avant, et puis j'aurais pu aussi le constater dans la mesure où la casse n'avait pas été naturellement corrigée. Donc reprenons maintenant que l'association est faite. Nous pouvons cliquer sur le bouton débuter. Les paires sont bien générées et logiquement, voilà, au bout des 5 secondes, le plateau de jeu est bien purgé. Dès lors, ce sont les clics de l'utilisateur que nous devons intercepter pour dévoiler les images cachées et reconstituer les paires. Donc, eh bien, nous allons poursuivre et c'est pourquoi je vous propose premièrement de revenir déjà dans l'éditeur. Visual Basic Excel offre un événement dédié et attaché à la feuille pour transmettre les coordonnées d'une cellule cliquée. Nous allons l'exploiter. Ces coordonnées devront être comparées à celles de la feuille patron, le modèle donc, pour démasquer l'image qui s'y cache. En haut de l'éditeur, je vous propose, avec la liste déroulante, de choisir l'objet Worksheet. Et vous pouvez le constater, cette action a pour effet de créer instantanément la procédure événementielle Worksheet Selection Change. Nous n'avons pas eu besoin de définir l'événement associé à l'aide de la seconde liste déroulante. Il lui est attaché par défaut. C'est lui qui gère les clics de l'utilisateur sur les cellules de la feuille active. Mais si d'aventure vous ne l'avez pas par défaut, eh bien vous le choisissez directement dans cette seconde liste pour générer cette procédure événementielle. Donc c'est lui qui gère ces clics et à ce titre, effectivement, vous notez qu'elle transmet un paramètre qui se nomme target. Ce dernier définit la cible, soit la cellule cliquée et interceptée. Il s'agit d'un objet de type range, fort naturellement, soit de plage de cellules ou à défaut d'une cellule. Nous allons donc pouvoir récupérer et exploiter les coordonnées du clic effectué par le joueur. Dans les bornes de la procédure événementielle, nous allons commencer par déclarer les variables nécessaires, toujours pour nos indices de ligne et de colonne. Par exemple, dim la ligne, as byte, cette fois-ci je ne vais pas me tromper dans le typage en faisant une faute d'orthographe, donc avec un Y, et la colonne donc, c'est-à-dire la ligne, l'indice de ligne de la cellule cliquée et l'indice de colonne de la cellule cliquée, elle aussi, comme un byte. Nous avons besoin aussi de prélever l'information de temps, donc nous pouvons de nouveau déclarer une variable que nous nommons tempo,
comme un variant, nous pouvons la nommer tempo, car il s'agit d'une variable locale, c'est-à-dire que celle-ci est morte en dehors des bornes de la procédure. Et puis, nous allons déclarer une variable que nous nommons nom, et que nous typons comme un string, puisque à l'issue de la partie, nous prélèverons le nom de l'utilisateur, son prénom plus précisément, de manière à pouvoir consolider ces résultats dans le tableau des scores. Et puis, nous allons poursuivre. Tout d'abord, nous l'avions dit, nous souhaitons seulement interpréter ces cellules cliquées si et seulement si la partie est en cours. Et ça, nous le savons grâce à la variable en cours. Est-ce qu'elle vaut bien true? Donc nous utilisons une instruction conditionnelle. Si elle vaut bien true, alors nous pouvons effectivement procéder au traitement. Ensuite, eh bien, puisque nous pouvons procéder au traitement, nous devons connaître l'indice de ligne et l'indice de colonne de la cellule cliquée grâce à cet objet target passé en paramètre target, point, row, tout naturellement, et nous faisons de même avec la colonne, donc, pour pouvoir prélever l'indice de colonne cliquée par la propriété column. Comme un objet de type range, il s'agit d'un objet de type range. Ces clics utilisateurs doivent être interprétés non seulement à partir du moment où la partie est en cours, mais aussi à partir du moment où les indices de ces cellules font bien partie du plateau de jeu, car en dehors, ça ne nous intéresse pas. Ils doivent donc être compris pour la ligne et pour la colonne entre 3 et 6. C'est pourquoi nous engageons un nouveau test sur des conditions à recouper. Est-ce que l'indice de ligne que nous venons de prélever est bien supérieur ou égal à 3? Et dans le même temps, est-ce que cet indice de ligne est bien inférieur ou égal à 6? Donc, puisqu'il s'agit du dernier pour la ligne, est-ce que dans le même temps, il est bien inférieur à 6? Et est-ce que dans le même temps, l'indice de colonne est bien supérieur ou égal à 3? Et dans le même temps, cet indice de colonne est-il bien inférieur ou égal à 6? Car sinon, les traitements n'ont pas à avoir lieu. Donc, inférieur ou égal à 6. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de notre multicritère, then, bien sûr, et puis, comme il est de coutume, nous prenons soin de tout de suite bien borner notre instruction conditionnelle, ndif. Donc, si, la partie est à la fois en cours et que la cellule cliquée fait bien partie du plateau de jeu, nous pouvons opérer. Je vous propose dans un premier temps d'incrémenter une variable qui est importante, c'est de savoir où nous en sommes. Clic égale clic plus 1, clic que nous avions initialisé à 0 en début de partie. S'agit-il du premier clic, image à dévoiler seulement, ou du deuxième clic? À ce moment-là, il faut faire la correspondance entre les deux images pour savoir s'il s'agit de la paire. Donc, tout d'abord, et dans tous les cas, nous devons réceptionner l'image que porte la feuille patron. C'est pourquoi, grâce à l'objet cells, en pointant sur les indices de colonne, c'est-à-dire la ligne et la colonne, point value, puisque je vous rappelle qu'il s'agit, ces images sont des caractères spéciaux, considérés donc comme du texte, nous devons faire l'équivalence avec la même cellule, au même emplacement, mais de la feuille patron. Donc nous préfixons notre instruction de l'objet sheets et nous renseignons la feuille dans ses paramètres et entre double cotes, bien entendu, pour faire cette équivalence, rapatrier l'image concernée. Et puis nous devons faire bien sûr de même pour la couleur, car nous souhaitons restituer la couleur que nous avions attribuée aléatoirement. Donc, ici j'ai réalisé un petit copier-coller. Il ne s'agit plus, comme vous le savez, de la propriété value, mais interior, avec sa propriété dérivée color index. Nous devons prélever exactement la même couleur au même emplacement sur la feuille patron. Donc ici, avec quelques petits copier-coller, nous allons relativement vite. Désormais, nous devons traiter le contexte. Soit il s'agit, comme nous l'avons dit, du premier clic, clic égale 1, et nous devons mémoriser les coordonnées en vue de la comparaison future, soit il s'agit du second, clic égale 2, et nous devons comparer les deux vignettes. C'est ainsi que nous déciderons de la suite de la partie. Donc, à la suite du code, donc bien dans les bornes, il ne faut pas sortir de ce double test qui est engagé, nous allons poursuivre notre développement. Est-ce que il s'agit du premier clic? Est-ce que, après l'incrémentation, if click égale 1, then, nous allons tout de suite borner notre instruction
conditionnel tout en prévoyant une branche else, car dans le cas contraire, effectivement, nous saurons que il s'agit du deuxième clic, car clic vaudra 2 et nous le réinitialiserons à l'issue. À ce moment-là, donc, nous mémorisons les informations dans les variables que nous avions prévues à cet effet, même AVT, égale, alors là, je vais me permettre d'aller prélever une instruction, ce qui va générer une erreur temporaire, puisque je n'avais pas fini, mais ce n'est pas grave. Nous mémorisons donc l'information de cellules, cells, la ligne, la colonne, point value. Et nous devons, bien sûr, mémoriser aussi les informations dans nos variables publiques, donc sur l'indice de ligne et l'indice de colonne. Nous avons, pour ce faire, notre indice ligne AVT, qui doit donc être égal à la ligne, c'est-à-dire l'information que nous avons ici extraite, et col AVT, qui doit être égal à l'information de l'indice de colonne que nous venons d'extraire grâce à notre objet target. Donc jusque-là, pas de souci, pas d'autre traitement à entreprendre. Dans le cas contraire, en revanche, eh bien, nous devons stocker indépendamment cette information de ligne et de colonne dans notre variable, cette fois-ci, même APS, donc qui doit toujours être égal à eh bien, le contenu de la cellule, de la deuxième cellule cliquée, et comme nous sommes dans le cas contraire, nous savons pertinemment qu'il s'agit du deuxième clic. S'il s'agit du deuxième clic, que la paire ait été retrouvée ou non, le prochain clic sera le premier pour essayer de retrouver la paire suivante. Donc, nous devons réinitialiser notre variable clic à 0, ce que nous faisons donc. Et puis, donc ce sont bien les variables, hein, pour résumer un petit peu, puisque forcément nous progressons, même AVT et même APS qui portent désormais la solution. Si elles correspondent, nous en concluons que les images coïncident. Dans le cas contraire, cette paire discordante doit être masquée après un bref délai. Et donc, ce n'est pas fini, effectivement, nous avons encore du pain sur la planche, à la suite du code, toujours dans nos instructions conditionnelles. Après avoir vérifié s'il s'agissait du premier ou du deuxième clic, nous devons donc comparer ces images. C'est pourquoi nous avons besoin encore d'une instruction conditionnelle. Le critère est trivial, il s'agit à savoir si l'information, mémorisée dans la variable même AVT, est différente de l'information mémorisée dans la variable même APS, auquel cas, eh bien, ça veut dire que les images ne coïncident pas. Nous allons prendre soin, bien sûr, de prévoir une branche else, puisque dans le cas contraire, nous en conclurons que les images coïncident. Et nous devons maintenant implémenter la première branche et la deuxième branche. Dans la première, donc, si les images ne coïncident pas, nous allons, et vous allez comprendre pourquoi, commencer par basculer notre variable en cours à false, tout simplement parce que nous allons masquer ces paires, et dans le laps de temps, nous ne souhaitons pas que l'utilisateur puisse cliquer sur d'autres images pour que le jeu se déroule parfaitement, et effectivement le test est effectué en début de procédure. Donc, ici, nous allons mémoriser l'indice de ligne après, dans la variable ligne APS, qui est égale à la ligne, nous ne l'avons pas fait tout à l'heure, et nous allons faire de même dans notre variable col APS, dans laquelle nous allons mémoriser l'indice de colonne de la deuxième miniature cliquée. Nous prélevons l'information de temps grâce à la fonction timer dans notre variable tempo. Comme nous l'avons fait tout à l'heure, mais sur un délai plus court, eh bien, nous allons boucler sur un critère grâce à la fonction timer qui sera faux tant que nous n'aurons pas parcouru une seconde, donc tempo plus 1. Dans les bornes de notre boucle while, nous rendons éventuellement la main à l'utilisateur pour que le traitement soit plus souple, dirons-nous. Et à l'issue de cette boucle while, bien entendu, nous devons réinitialiser les deux cellules incriminées car les images ne correspondaient pas. C'est pourquoi donc toujours à la suite, c'est-à-dire dans notre branche alors, grâce à l'objet cells, nous allons pointer sur ces cellules, donc ligne AVT, c'est là que effectivement vous voyez, pour plus de compréhension, eh bien nous avons choisi de mémoriser ligne APS et col APS, mais ce n'était pas nécessaire puisque les variables la ligne et la colonne portent nécessairement les valeurs de la dernière cellule cliquée, nous aurions pu les exploiter donc naturellement.
peu importe pour la compréhension, c'est encore mieux. Donc, si pour cette cellule repérée à l'indice de colonne ligne AVT et colonne AVT, c'est-à-dire la précédente que nous avons cliquée pour la première image, eh bien nous allons commencer par réinitialiser sa valeur, nous la vidons, puisque les images ne correspondent pas. Et dans la foulée, eh bien nous allons faire de même pour la deuxième, c'est-à-dire repérée par les indices ligne APS et colonne APS, alors sans me tromper tant qu'à faire, et nous devons bien entendu réinitialiser aussi les couleurs automatiques comme nous l'avons fait précédemment, grâce non plus à la propriété value, intérieur, c'est toujours les mêmes techniques, propriété dérivée color index, que nous allons affecter comme nous l'avons expliqué précédemment, à moins 4105. Du coup, nous pouvons réaliser un copier-coller pour indiquer ce qui est vrai pour la première cellule, le répliquer sur la seconde cellule, c'est-à-dire celle de la deuxième image cliquée. Dans le cas contraire, donc celui du else, nous devons conserver les paires visibles puisqu'elles concordent. Dans le même temps, nous devons nous assurer qu'elles n'ont pas toutes été dévoilées. En effet, si la variable paire, nous l'avions évoquée, vaut 8, le joueur a correctement reconstruit le plateau de jeu. Donc, dans le cas contraire, la paire est bonne. Nous commençons par incrémenter notre variable paire. Paire égale paire plus 1. C'est à 8 que nous devrons arrêter le jeu. Et d'ailleurs, eh bien, nous enchaînons avec le test sur cette variable. If paire égale 8, then, eh bien, que devons-nous faire? Alors, tout d'abord, nous bornons notre instruction conditionnelle. Nous devons mettre fin à la partie. Donc, nous basculons notre variable en cours à false. Cela va de soi pour que les traitements soient stoppés. Nous souhaitons prélever l'information de non pour pouvoir consolider les scores. Souvenez-vous, nous l'avons démontré dans des formations VBA Excel, c'est la fonction inputBox qui permet de générer une boîte de dialogue avec un message, une boîte de saisie, une zone de saisie, en guise de réponse. Félicitations, par exemple, quel est votre prénom? Donc l'utilisateur doit l'inscrire dans cette zone, quel est votre prénom, entre double cote bien entendu, et nous allons prendre soin de nous assurer que le joueur a bien renseigné cette information, donc une fois encore un nouveau test, if non est différent de guillemets à ce moment-là, donc nous bornons tout de suite notre instruction conditionnelle, que devons-nous faire? Eh bien, nous devons archiver toutes ces informations. Donc, tout d'abord, nous devons prélever l'information de temps. Souvenez-vous, notre variable publique fin, dans laquelle nous allons mémoriser l'information de temps qu'il est désormais. En faisant la différence avec début, eh bien nous saurons que nous avons le temps écoulé durant la partie. Et puis, je vous propose, même si elle n'existe pas encore, de faire appel par anticipation à une procédure que nous allons créer, que nous nommons archiver, donc de lui passer les paramètres non, puisque cette procédure va devoir inscrire les informations dans le tableau des scores, avec l'information sur le prénom du joueur, mais aussi l'information sur le temps, et cette information, eh bien c'est le temps écoulé, soit la différence entre la variable fin et la variable début que nous inscrivons pour plus de clarté entre parenthèses. Ensuite, eh bien, bien entendu, à l'issue de la partie, il va de soi que, puisque toutes les paires ont été retrouvées, que nous devons nettoyer le plateau de jeu, et pour ce faire, eh bien, nous appelons par imbrication notre fonction nettoyer. Comme nous le disions donc, cette procédure archivée n'existe pas encore. Elle doit simplement ajouter les résultats des joueurs dans le tableau de la feuille score, à la suite des précédentes archives. Mais avant cela, je m'aperçois d'un nouveau petit oubli, et je m'en excuse une fois encore, mais sans doute vous vous êtes posé la question. Dans le cas où effectivement toutes les paires ont été constituées, nous basculons bien la variable en cours à false, la partie est finie, elle ne doit pas reprendre. Et nous avions pris soin aussi de la basculer dans le cas où les paires ne coïncident pas, pour que l'utilisateur, même s'il clique sur le plateau de jeu, que ce clic ne soit pas pris en compte par le traitement VBA. Le temps du nettoyage du plateau de jeu, en tout cas de la disparition des deux cellules cliquées. Mais bien sûr, à l'issue, il faut que l'utilisateur puisse reprendre le jeu, c'est-à-dire essayer de reconstruire les paires en cliquant sur l'une et sur l'autre. Donc, nous devons rebasculer l'état de notre variable en cours, chose que j'avais oublié de faire dans l'empressement et que nous corrigeons à la foulée. Nous aurions eu de bien mauvaises surprises si effectivement je ne m'en étais pas rendu compte en regardant le code et en repassant sur cette variable
boolean, je me disais que vraisemblablement j'avais omis de la rebasculer à l'issue du traitement du fait, encore une fois, des commentaires. Bon, bref. Donc, nous devons nous occuper de cette procédure archivée, et en dessous de cette procédure événementielle, eh bien, tout simplement, je vous propose déjà de la créer par son nom. Vous l'avez vu, nous l'appelons archivé déjà dans un premier temps, mais en lui passant deux paramètres, le nom et le prénom. Donc, eh bien, nous déclarons ces paramètres dans sa signature, nom à string. Elle attend premièrement une information donc de type textuel, et ensuite une information de type numérique que nous allons déclarer comme un double, c'est-à-dire un réel double, de manière à pouvoir garder une précision globale sur les décimales pour que, eh bien, par exemple, une personne qui aurait fait le jeu en 51 secondes et 12 centièmes soit mieux classée que la personne qui l'aurait réalisé en 51 secondes et 15 centièmes. Bref, nous avons besoin de notre variable ligne. L'objectif est de partir de la ligne 5 et de scruter le tableau à la recherche de la première ligne vide pour pouvoir y placer en dessous à la suite le nouveau score, comme un integer cette fois-ci, c'est-à-dire un entier normal, puisque à force de jouer, il y a fort à parier que nous dépasserons la capacité du byte, qui s'arrête à 255, et nous voudrions archiver plus de 255 joueurs par exemple. Donc, en l'occurrence, commence à la ligne 5, oui et non, car nous allons commencer l'étude à partir de la cellule du titre, puisqu'il n'y a rien en dessous, soit la ligne 4. C'est pourquoi, après la déclaration, eh bien, nous effectuons l'affectation, nous calons notre variable ligne sur 4, et nous allons parcourir, toujours grâce à une boucle while, notre tableau de la feuille score, donc nous préfixons nos instructions de l'objet sheets avec la feuille score en paramètres pour pointer sur la première cellule du tableau analysé, objet cells, donc l'indice de ligne au départ, vos lignes initialisées affectées à 4, mais il va progresser. On va se positionner sur la première colonne, la B, soit l'indice 2, et on va analyser son contenu, propriété, value. Est-il différent de guillemets? Tant que, effectivement, eh bien, ce contenu n'est pas vide, différent de guillemets, nous savons qu'il y a déjà un score archivé, donc nous devons nous déplacer sur la ligne du dessous, ligne égale ligne plus 1, de manière à pouvoir l'analyser. Et au moment où ce critère devient vrai, eh bien, cela signifie que la première ligne pour l'inscription des scores a été trouvée, donc mémorisée dans la variable ligne à l'issue du traitement de la boucle while. Nous pouvons donc en profiter pour y inscrire effectivement ces valeurs dans les trois colonnes respectives. En l'occurrence, en colonne B, il s'agit d'y inscrire l'information sur le nom. En colonne 3, c'est-à-dire celle qui suit, il s'agit de l'information sur la date, et là nous allons exploiter la fonction VBA now qui renvoie l'information sur le temps qu'il est précisément, à la seconde près, ça c'est intéressant aussi. Ensuite, eh bien, nous devons inscrire l'information sur le temps de parcours, donc nous affectons pour cette nouvelle ligne la troisième colonne à l'information de temps que nous avons passé en paramètre, temps qui est la différence entre la variable fin et la variable début. Donc, je vous propose d'enregistrer les modifications, de basculer sur la feuille memory, de cliquer sur le bouton débuter pour générer un plateau, essayer de mémoriser les paires. Alors dans mon cas on va dire que ça risque d'être un petit peu difficile en même temps que je commande. Tiens, je pensais les avoir réunis et effectivement nous avons un petit souci à corriger ici car vous voyez qu'elles ne coïncident pas. Donc nous allons stopper la partie pour constater, c'est une remarque assez intéressante, que au bout des 5 secondes, je l'avais annoncé, le plateau est effectivement nettoyé. Donc nous allons revenir dans notre code de notre procédure selection change pour, ça fait partie du rôle d'un développeur, voir identifier ce qui a potentiellement été oublié donc. Oui, mais mille excuses une fois encore, c'est malheureusement la dure vie d'un développeur. Une instruction conditionnelle est fermée beaucoup trop tôt, en l'occurrence ici, lorsque nous cherchons à connaître la valeur du clic, s'agit-il de la première ou de la deuxième image, eh bien, ce traitement consistant à les comparer, ces images, ne doit intervenir que dans la branche du else, qui malheureusement est fermée beaucoup trop tôt, comme je vous le disais, puisque cela signifie que, tel que le code est conçu ici,
même s'il s'agit du premier clic, nous cherchons à savoir si l'image d'avant est bien identique à l'image d'après. Ce n'est pas possible puisque l'image d'après, la variable n'a pas encore été initialisée, elle n'a pas été cliquée. Le résultat est que même si nous trouvons les bonnes paires, le code est enclenché, et de fait, l'image disparaît. Donc ce NDIF doit bien sûr être positionné à la fin des traitements, une fois que nous avons pu traiter tous les éléments de la branche else du if. Voilà, petite correction donc à apporter. Nous enregistrons les modifications. Comme nous le disions, hein, ce sont les aléas d'un développeur. Et donc, désormais, je vous propose de reprendre la simulation en cliquant sur le bouton débuter pour constater que le plateau se génère parfaitement. Voyons si ce correctif tient ses promesses. Nous cliquons sur une première miniature, une deuxième. Vous voyez que cette fois-ci, elle persiste. Alors, me concernant, comme j'ai pas eu bien l'occasion de les repérer fort logiquement, je vais commettre beaucoup d'erreurs. Vous remarquez que lorsque les paires ne coïncident pas, qu'elles sont masquées à la fin du traitement. Alors je suis en train de me dire je ne suis pas productif parce qu'en même temps que je vous donne les explications, je ne prends pas le soin d'essayer de retenir l'emplacement des images, mais ce n'est pas grave, hein, je vais finir par les trouver. Alors le bleu, ça fait plusieurs fois que je passe dessus, et je suis pourtant toujours aussi incapable de me souvenir de son emplacement. Ouais, à force, je vais quand même réussir à trouver celle qui coïncide. Je me souviens, je crois que le rouge était par ici. Alors le bleu, je ne me souviens pas être passé dessus. Alors le vert avait été repéré, donc cette fois-ci, nous avons bien réuni toutes les paires. Et donc, l'input box se déclenche en effet à l'issue de la partie. Il s'agit de renseigner le nom, de valider par OK, et puis d'afficher la feuille score pour constater que les résultats ont bien été consolidés à la suite dans le tableau des scores dès lors que la première ligne vide a été parfaitement détectée. Donc il s'agirait bien sûr de développer ce petit bouton score qui est trivial. Je vous laisse l'occasion de le réaliser vous-même. Il faut afficher la feuille score au clic sur le bouton, donc sheetscore.activate, méthode activate associée à l'objet sheets. Quoi qu'il en soit, vous l'avez constaté, notre jeu du memory réalisé en VBA pour Excel est tout à fait fonctionnel, avec un temps relativement modeste en ce qui me concerne lors de ma dernière partie, donc j'essaierai de le battre lors de la prochaine, mais vous remarquez que le développement reste assez léger pour un jeu finalement qui peut offrir de bonnes parties plaisantes. J'espère donc que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.